Vendredi 12 mai, vous êtes sur Al24 News. Bienvenue dans ce 24 heures Afrique. Et les indignations internationales se poursuivent quant à la résolution du Parlement européen fustigeant l'Algérie. Le Parlement panafricain rejette toute ingérence dans les affaires internes de l'Algérie et de l'ensemble des pays africains. Rappelons la totale liberté des médias algériens depuis plus de 3 décennies. S'exprimant par le biais d'un communiqué rendu public plus tôt dans l'après-midi, l'Assemblée consultative de l'Union africaine rejette et condamne fortement ce qu'elle qualifie d'ingérence et rappelle que les deux parlements continentaux avaient convenu en décembre 2021 qu'ils devraient se consulter sur les questions afférentes aux deux continents avant de prendre toute résolution ou décision, conclut le communiqué. Et dans le dossier soudanais, le modus vivendi semble à l'ordre du jour. 6 jours après le début des pourparlers à Jeddah, les deux parties du conflit ayant éclaté il y a un mois sont favorables à un corridor humanitaire, mais pas de trêve ou de cessez-le-feu pour le moment. Les détails avec Khadija Khadaoui. Modus vivendi au Soudan, après un mois de combat acharné entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide à Khartoum et d'autres grandes villes du pays. C'est dans la nuit de jeudi à vendredi en Arabie Saoudite que le consensus a été trouvé et a été naturellement nommé la déclaration de Jeddah pour la protection des civils au Soudan. En effet, l'accord prévoit de dégager des couloirs pour permettre aux civils pris au piège de sortir des zones de combat tout en laissant entrer l'aide humanitaire. Ce l'ombre au tableau, cet accord de principe signé par les deux parties ne mentionne aucune trêve ni cessez-le-feu. Les belligérants se sont engagés depuis 6 jours dans des pourparlers intenses à Jeddah et ladite déclaration lacuneuse est pour bon nombre d'observateurs le reflet de l'imbroglio dans lequel est pris au piège l'ensemble du Soudan. Il est à présent clair que le conflit au Soudan se présente de plus en plus comme un cas d'école impliquant plusieurs acteurs aux influences géostratégiques multiples. De son côté, la communauté internationale semble pour le moment complaisante, mettant en avant le risque d'une crise humanitaire majeure. À l'instar de l'ONU. De leur côté, l'Union africaine et l'IGAD, le bloc de l'Afrique de l'Est, dont le Soudan fait partie, ont salué dans un communiqué commun la déclaration de Jeddah, affirmant qu'il s'agit d'un premier pas important pour alléger les souffrances des Soudanais. La situation humanitaire au Soudan continue à inquiéter la communauté internationale. Selon un rapport du Haut Commissariat pour les réfugiés des Nations Unies, environ 200 000 personnes ont fui le Soudan pour échapper au combat meurtrier éclaté, comme vous le savez, mi-avril entre l'armée et les forces de soutien rapide. Et des centaines de milliers d'autres sont considérés comme des déplacés internes. Alors que les violences au Soudan se poursuivent pour la 4e semaine, environ 200 000 réfugiés et rapatriés ont été contraints de fuir le pays. Et d'autres traversent chaque jour les frontières en quête de sécurité. En outre, des centaines de milliers de personnes ont été déplacées à l'intérieur du pays et beaucoup d'autres sont confinées chez elles, incapables d'accéder aux produits de première nécessité. À l'occasion du 50e anniversaire du Front Polisario, le comité suisse de soutien au peuple sahraoui appelle la communauté internationale à rappeler à l'ordre les États qui ont ouvert des consulats dans les territoires sahraouis occupés, affirmant qu'il s'agit d'une allégeance à l'occupant marocain, avant de pointer du doigt le chantage et la corruption du royaume pour parvenir à ses fins. Le comité a insisté par ailleurs sur le référendum d'autodétermination du Sahara occidental, exhortant la communauté internationale à faire pression sur ce point précis, avant de rappeler le rôle premier de la mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental, la MINURSO, et déclare, je cite, « Il est temps que la MINURSO se mette au travail en toute liberté hors des nombreux blocages marocains. » Fin de citation. Depuis hier jeudi, le silence électoral est observé en Mauritanie et pour cause, demain samedi, les électeurs du pays sont appelés à choisir leurs députés, maires et présidents de région. La campagne a battu son plein à travers l'ensemble
du territoire national. Ce triple scrutin se joue sous fond de premiers tests en vue des prochaines présidentielles. Les détails avec Sarah Allen. À J-1 du rendez-vous électoral en Mauritanie, ce samedi, 1 800 000 électeurs du pays sont attendus dans les bureaux de vote pour choisir non seulement les membres des conseils régionaux, les présidents des 6 régions du pays, les membres des conseils municipaux, mais aussi les membres de l'Assemblée nationale. Bien que ce scrutin soit anticipé, il rencontre, cela dit, un engouement particulier, que ce soit auprès de la population ou des 25 formations politiques engagées dans la course pour les 176 sièges au Parlement, 15 sièges au Conseil régional et les 238 au Conseil municipaux. Grande nouveauté pour ces élections de 2023. Pour la première fois, le système proportionnel sera adopté aux élections mauritaniennes à un tour dans les conseils régionaux et municipaux. Et pour élire leurs 176 députés, les Mauritaniens devront déposer pas moins de 4 bulletins différents. Un bulletin pour les listes locales, un autre pour les listes nationales, un troisième réservé aux candidates femmes et, autre grande nouveauté cette année, un bulletin réservé aux jeunes candidats de moins de 35 ans a été mis en place. Il est à noter cependant que le deuxième tour des législatives est prévu, lui, pour le 27 mai prochain, tandis que les résultats de ce scrutin du 13 seront probablement rendus publics dans les 48 heures qui suivent le suffrage. Pour les partis en lice pour ce triple scrutin, l'enjeu est de taille puisqu'il fait office d'un véritable test sur la capacité de ces formations politiques à mobiliser leurs électorats et leur capacité de séduction en un an du scrutin présidentiel. Au moins 16 civils ont été tués dans l'est de l'État du Borno, au nord-est du Nigeria, à la suite d'une attaque armée menée par l'organisation terroriste ISWAP, branche de l'organisation autoproclamée État islamique en Afrique de l'Ouest, ont indiqué les médias nigérians. Les mêmes sources ont indiqué par ailleurs que la même organisation a mené une autre attaque dans le district d'Abadam, dans l'État du Borno toujours. Par ailleurs, le début de la semaine dernière, 7 personnes ont été tuées et 22 autres enlevées lors de 2 attaques terroristes distinctes dans le nord du Nigeria, selon des sources sécuritaires. Et ce rapport d'Oxfam accablant pour les grandes maisons de production de chocolat, un rapport qui fait suite à une enquête auprès de centaines de producteurs de cacao ghanéens. Un compte rendu signé Safouane Ben Sabri. Les plus grands chocolatiers, connus du grand public des consommateurs du monde, épinglés par un nouveau rapport de l'ONG internationale Oxfam, et pour cause, si les profits de ces derniers ne cessent de s'accroître. De leur côté, les agriculteurs et producteurs de leur brin sont les grandes victimes de cette manne. Et pourtant, ce n'est pas la première fois que ces géants sont épinglés. Ils avaient même promis d'améliorer le salaire de leurs travailleurs, promesse non tenue. Dans son rapport, Oxfam cite notamment les sociétés américaines Hershey et Mondelez, ainsi que les Suisses Lindt et Nestlé, et déclare que ces firmes ont réalisé ensemble plus de 15 milliards de dollars de bénéfices grâce à leur seule division de confiserie depuis les débuts de la pandémie, soit une hausse de 16% depuis 2020. Dans le même temps, l'ONG précise que les revenus nets de 400 producteurs ghanéens, un des pays leaders de la production du cacao, ont baissé en moyenne de 16% depuis 2020. En revanche, les revenus des femmes ont chuté de près de 22% sur la même période. La Côte d'Ivoire et le Ghana, qui représentent 60% de la production mondiale de cacao, souhaitent maîtriser l'offre afin d'obtenir de meilleurs prix. L'industrie chocolatière génère 100 milliards de dollars par an, alors que les pays producteurs n'ont droit qu'à 6% du montant. Depuis des décennies en Afrique, des voix s'élèvent contre les multinationales de la fève et appellent à la réforme afin notamment de mettre fin au travail des enfants, de la déforestation et d'autres abus ayant cours dans ce secteur d'une importance stratégique majeure. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce point de l'actualité africaine. L'info continue sur Al24 News. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Excellente soirée.